Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Pierre-Marie, alias PM, illustrateur et directeur artistique. On parle entre autres de l'influence du Japon dans son travail, de son évolution professionnelle en tant qu'illustrateur et ce que ça implique, et comment prolonger cette évolution en diversifiant ses projets. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Yo Pierre-Marie, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Trop cool d'avoir accepté notre invitation. Super gentil de ta part. On est content de te recevoir là, c'est cool. Bah avec plaisir, merci à toi de me recevoir. Est-ce que pour ceux qui te connaîtraient pas, tu peux un peu présenter ton taf de maintenant et un peu ton parcours au niveau des études et tout ça? Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Pierre-Marie, j'ai 28 ans et je suis illustrateur, graphiste, directeur artistique sous le nom de PM Studio, qui est mon entreprise maintenant depuis quasiment, on va dire, 5-6 ans. Depuis que j'ai fini mes études, en gros, de communication à Brassard, à Caen. Ok, tu t'es lancé direct après? Et ouais, en fait, je me suis même lancé pendant mes études et je me suis servi de mes études un peu pour préparer, on va dire, déjà la suite des choses. Grosso modo, la marque et l'ambiance que je voulais proposer après, Okay. avec PM Studio. Et du coup, voilà, ça fait... donc en fait, grosso modo, sinon ça fait un peu plus, ça fait plutôt genre 7 ans que je suis sur ça. Putain, ça commence à faire un peu long, mine de rien. Ça commence à dater. J'aime bien quand nos invités ils ont des pseudos entre guillemets. Bon, on verra que dans ton cas c'est pas trop le cas, mais au final c'est presque de notoriété publique que PM, bah c'est les initiales de Pierre-Marie quoi du coup. Oui, exactement. Ouais, parce que c'est juste tous mes potes m'appellent PM parce que ça va plus vite pour Pierre-Marie et puis Ok. je me suis dit logique quoi. Ouais, c'est ça. On va au plus simple. Du coup, c'est vrai que toi, t'as un style très vintage et à l'univers japonais. Ça te vient d'où cette grosse influence du Japon pour toi? C'est depuis toujours? Ouais, en fait, ça remonte à loin. En fait, déjà avec les mangas quand j'étais petit, quand j'avais, je pense, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Bah, comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas, je me suis mis à lire Dragon Ball et puis après Naruto et puis en fait ainsi de suite. Plus ça va, plus tu lis des trucs de plus en plus un peu plus poussés quoi. Tu commences par les trucs très connus et puis après tu commences par les classiques quoi. Et après tu vas vers des trucs un peu plus, peut-être des seinen ou des choses comme ça. Et du coup j'ai commencé avec ça et je lisais ça, je sais plus au CM2, mais tu vois et même on les lisait, on se les passait en cours, on les lisait sous la table tu vois. Et ça me fume de rire parce que c'était un pote, il les achetait tous. À l'époque, ils étaient vendus même chez les tabacs, tu sais, en magasin de journaux. Et je me rappelle d'un cours qui était lunaire parce que le prof il dit bon maintenant vous rangez vos bouquins et en fait on était genre 10 à lire des Dragon Ball dans la classe parce qu'il avait tout ramené le gars donc c'était tu vois on n'était pas des cancres on était on n'était pas studieux sur les bonnes choses on va dire. C'était un mec qui distribuait les ouais il ramenait tout, ouais, Mathieu qui s'appelait et il faisait tourner il les prêtait à tout le monde et puis voilà c'est lui qui nous a tous mis dedans je pense. Ok. Et alors qu'est-ce qu'on en pense du One Piece là, du Netflix? Tu l'as regardé ou J'ai pas du tout regardé. Et One Piece, moi, je suis pas à jour parce que tu vois, je m'y suis mis il y a un peu plus d'un an et je suis au tome 68 ou 69 là. Donc, il m'en manque encore, presque 40, je crois, pour être à jour. Il y a une centaine. Ouais, je crois que t'as presque 110 là. Waouh, ok. Mais non, du coup, j'ai pas regardé. J'ai pas trop le temps en ce moment, du coup, de. Mais faut que je regarde au moins le premier épisode déjà pour me faire un avis et voir ce qu'on en dit. Mais voilà. Du coup, petit, les mangas, et puis c'est revenu un petit peu plus tard, on va dire, une fois arrivé à l'école Brassard, là où j'ai fait mes études, du coup, comme je disais, de graphisme, enfin, communication visuelle, on va dire 360, où t'as un peu de tout. Et c'est en rencontrant un pote là-bas qui me parle des animés. Et c'est vraiment là où je découvre les animés. Et ça me remet dans le Japon, les mangas et tout. Parce que j'avais complètement décroché de ça adolescent. J'étais beaucoup plus dans la musique, le métal et tout. Donc voilà. Et là, et je redécouvre ça. Et en fait, c'est là où je me replonge dedans. Et là,
tu vois, je regarde des vidéos, plein de vlogs sur le Japon et je commence le Japon vraiment attise ma curiosité et c'est à ce moment-là que je me dis ok, faut que j'y aille sur place, faut que j'aille voir de mes propres yeux et c'est à ce moment-là où je fais mon premier voyage au Japon qui était en je crois 17 je crois. Ok. 2017, okay. Ouais. Et du coup tu vois depuis j'y suis allé donc 3 fois en tout. La dernière fois cette année, c'était chouette d'ailleurs. C'était la saison des cerisiers, donc. Oui. Ok. Ouais, non, c'est trop beau. C'est trop. Et quand tu te voues une passion pour, là, en l'occurrence pour le Japon, tu lis plein de trucs dessus, que tu t'intéresses à la culture de fou. Est-ce que tu n'avais pas peur que limite tes espérances elles soient trop hautes quand tu y es allé, ou t'étais quand même émerveillé de fou une fois sur place? Non, franchement, j'avais pas de trucs en tête. Même si j'avais regardé plein de vidéos sur YouTube et tout. Et puis à ce moment-là, c'était pas encore à la mode. Mais tu sais, maintenant, t'as les. Comment ils appellent ça? Enfin, tu sais, le mec, il se balade juste dans une ville. Il a un stabilisateur avec sa caméra. Et puis, tu sais, il marche 1 heure. Et puis, il te fait le tour. Ah, yes. Ok. Et t'as beaucoup de vidéos comme ça avec juste une musique chill derrière. Et c'est assez cool pour te mettre dans une ambiance un peu différente. Mais. Malgré ça, en fait, c'est pas pareil quoi. Derrière un écran, enfin que sur un écran et dans la vraie vie, clairement, c'est quand tu te prends toutes les enseignes et tout dans la gueule et tout, tu vois qu'il y en a partout. Enfin, tu vois, t'as les gratte-ciel et tout. Tu sors de l'aéroport, première fois que tu prends le monorail, déjà, tu te dis, ça existe les monorails. Et puis après, le truc il passe entre les immeubles et tout, tu te dis, oh, c'est comme dans Akira. Donc là, ouais, moi ça m'avait pété mon crâne la première fois que j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, le turf. Ah, trop bien. Trop bien. Et du coup, Brassard, c'était à Caen, c'est ça? Exactement. Ok. Il y a Ryan Turmel qui nous pose une question là-dessus. Est-ce que tu as des arguments pour s'installer à Caen en tant que créatif? Ah, c'est une bonne question. On m'a jamais demandé ça. C'est cool. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des bons côtés à s'installer dans des villes, on va dire, un peu plus petites, tu vois, comme Caen. Parce que Caen est très cool en soi, parce que déjà, la ville a vachement bien évolué, elle est superbe à vivre de manière générale, et t'as des très bonnes conditions de vie en soi. Okay. Deuxièmement, t'es juste à côté de Paris, tu veux prendre le train, t'y es en 2 heures, voiture, pareil. Donc, si t'as un aller-retour à faire dans la semaine et tout, ça se fait sur une journée, quoi. Y a pas c'est pas trop chiant. Donc, s'il y a besoin pour du taf, c'est facile de se déplacer là-bas. Et en soi, après, en tant que créatif, bah justement, les deux se rejoignent. C'est une petite ville, donc ça dépend comment est-ce que tu veux travailler. Est-ce que tu veux travailler localement, plutôt avec des commerçants, avec des gens qui sont installés sur place, ou alors est-ce que tu as plutôt une vision, on va dire, plus... j'ai presque envie de dire une vision plus web au final, où tu mets ton portfolio en ligne et tu prends les travails de commande comme tu pourrais faire en étant un digital nomade, quoi. Ouais, okay. Du travail à distance, quoi. Donc ça dépend de la stratégie, mais dans les 2 cas, je trouve que c'est super intéressant, parce que si c'est pour bosser avec des commerçants, ce que je disais, la ville est de plus en plus cool. Ça se voit que tu vois, les bars ils commencent à mettre de plus en plus de sous sur de la déco, sur leur identité graphique, sur des choses comme ça. Donc il y a des choses à développer là-dessus. Okay. Et la proximité avec Paris fait que c'est trop bien, tu vois. Moi j'y étais encore il y a même pas 10 jours là pour un rendez-vous avec une marque, et c'est cool, tu vois. Je l'ai fait en une journée, j'y suis allé. En plus, je fais mon petit tour à la supérette si j'ai besoin d'acheter des trucs asiatiques, parce que ça, on en a moins qu'en, évidemment. Et puis hop, je suis rentré. Ok. Donc, tu vois, nickel. Ouais, cool. Ça t'arrive souvent, de faire quand même l'aller-retour vers Paris? Ça reste quand même un point central, Paris, pour tout ce qui est business général? Oui, je pense que de manière générale, de toute façon, c'est là où tu as de toute façon les plus grosses marques, et du coup, de toute façon, là où il y aura aussi les plus gros budgets de débloquer pour une opération de communication, pour un lancement, je sais pas, d'un produit ou quoi. Et clairement, oui, c'est sûr que Paris, ça garde quand même une place assez prépondérante dedans. Après, tu vois, je t'avoue, j'y vais beaucoup depuis 1 an et demi. Je travaille de plus en plus avec des marques installées à Paris, par exemple. Okay. Des grosses boîtes ou quoi, que ce soit des Amazon ou des trucs du genre, tu vois. Donc ça, il y a ça. Mais avant, pendant 3 ans, j'y allais très peu.
Et je faisais juste mon taf de commande, tu sais, j'avais mon portfolio en ligne sur Behance, je recevais des demandes, hop, je faisais mon taf, et du coup, si c'était des trucs aux États-Unis, en Angleterre, même en Chine, enfin, j'avais plein de taf sur plein de trucs différents, dans plein de pays différents, très très peu en France, et au final, c'est parce que je choisissais aussi ces projets-là, donc clairement, non, il y a de la demande, tu vois, mais en fait, je pense que ça dépend de ta stratégie, comment tu veux aussi t'implanter. Est-ce que tu veux t'implanter localement et du coup travailler avec les gens qui sont autour de toi et sur ton territoire, et il y a beaucoup de bénéfices à en tirer par rapport à ça, parce que si tu as besoin de je sais pas quoi, d'un fournisseur, d'un prestataire qui est à côté de chez toi, c'est beaucoup plus pratique de se rencontrer en vrai et tout, c'est beaucoup plus sympa aussi. Quand le taf devient cool avec quelqu'un, c'est parce que le côté humain aussi, souvent il prend une part importante de ça, c'est le fait de s'entendre avec quelqu'un que tu te dis cool, on retravaille ensemble quoi, parce que c'était bien. Donc c'est clair. Donc c'est sûr que c'est différentes stratégies. Mais comme moi, à ce moment-là, tu vois, j'avais un tout petit bureau, je m'étais démerdé pour en avoir un dans mon ancienne école. J'avais réussi à négocier à la fin de mes études, à dire les gars, c'est la galère et tout, est-ce que je peux... je sais qu'il y a des pièces de vide et tout, donc il n'y a pas moyen et tout. Et puis il m'a dit, bah si, vas-y, il n'y a pas de souci. Et j'avais fait un petit arrangement comme ça. Tu vois, j'avais un peu le bureau témoin de l'ancien élève, qui avait quand même bien bossé parce que je m'étais déchiré, mais du coup comme ça quand il faisait des visites pour des gens qui voulaient s'inscrire et tout, tu vois, il passait faire un petit coucou dans mon bureau en mode voilà, il fait ça et tout, puis comme c'était le cabinet de curiosité, souvent c'était cool, les gens ils étaient contents de passer, où t'avais des figurines, des peluches, des trucs Jap un peu partout, ça faisait plaisir de voir ça quoi. Donc tu vois, je m'étais démerdé pour avoir un tout petit bureau, mais bon, comme j'avais dans le premier, tu vois, j'avais 9 mètres carrés, je pouvais pas développer l'activité comme aujourd'hui, et clairement je mettais mon bureau avec PC tablette, j'avais un autre petit bureau à côté pour faire de la prépa commande, pour faire des colis pour les envois e-commerce on va dire, pour la boutique en ligne, et puis je me démerdais avec ça. Donc là clairement oui, ça m'a arrangé aussi, tu vois, d'avoir beaucoup de clients qui étaient plutôt à l'étranger qu'en France, et pas avoir trop à bosser avec des prestataires ou vraiment du façonnage sur du produit physique comme ça. J'avais pas trop de place de toute façon, donc c'était plus facile dans ce sens là quoi. Ok. Et ouais, du coup tu disais t'avais plein de clients à l'international. Est-ce que t'avais du coup un client japonais basé au Japon, client japonais, oui, et d'ailleurs c'est un de mes tout premiers clients, j'étais encore à l'école, et c'était la marque de bière Hopi. Ok. C'est une marque de bière qui est assez connue au Japon, beaucoup moins par chez nous, mais en fait ils ont un calendrier, et de manière mensuelle ils faisaient une affiche d'un illustrateur différent tous les mois, et puis je sais plus sur quel mois c'était tombé, mais ce qui était marrant, c'est que du coup moi j'avais fait un truc très japonais, il m'avait dit non, on veut pas du tout ça, on veut un truc très français. Du coup j'avais fait un truc vintage français, tu vois, au lieu de faire du japonais vintage comme je fais d'habitude. Et ça c'est le premier client que j'ai eu, et c'était cool parce que ça a été un peu, tu sais, c'était une petite validation aussi quelque part, de se dire le taf avec l'influence japonaise est demandé par des japonais pour oui, c'est cool. Donc, c'est le seal approval comme ça là, le petit tampon. Ouais, c'est ça. Donc c'est validé, cool en vrai. Ça m'a bien donné de la force au début, ça. Trop bien. Est-ce qu'on peut retrouver si jamais ce projet sur ton Behance ou quelque part, qu'on le mette en description? Ouais, il est encore sur mon Behance. Ok. Il est encore sur mon Behance. Trop cool. Ouais, du coup, t'as commencé, tu disais, dans un petit bureau dans ton ancienne école, 9 mètres carrés. Là, est-ce que t'es toujours en plein déménagement? Ça y est, t'as déménagé? Comment ça se passe là? Là, ça y est. Alors, j'ai déménagé depuis plusieurs fois. Je suis passé de ce petit bureau de 9 mètres à la pièce d'en face, toujours dans l'école Brassard, mais qui était beaucoup plus grande, qui faisait genre 25 mètres carrés. Donc là, j'étais bien confort. Okay. C'était cool. J'ai pu même mettre un deuxième bureau comme ça quand j'avais besoin d'aide. J'avais des potes qui me dépannaient un petit peu. Et ensuite, j'ai eu mon premier appartement que j'avais acheté en gros. Et en fait, à la base, moi je l'achetais pour moi et tout. Et en fait, très rapidement, c'est devenu le studio. Mais genre, au bout de 2 semaines, je me suis dit, au fait, ça va être le studio parce que j'ai 70 mètres carrés. Je me suis dit, on va s'installer là. Et comme à ce moment-là, j'avais Chloé qui était ma première stagiaire, je me suis rendu compte, ok, c'est cool d'avoir des pièces séparées en plus parce que ça dépend si t'as besoin de voir quelqu'un en vrai, tu vois, de faire une réunion, un truc, enfin rencontrer du monde, ou même juste de mettre tout ce qui était boutique en ligne dans une autre pièce, c'est cool.
et de pas l'avoir dans les pattes, tous les cartons, tous les trucs comme ça. Donc c'était bien de séparer, de segmenter un petit peu les différentes activités. Et en fait, j'ai agrandi un petit peu, tu vois, l'équipe au fur et à mesure. Donc des freelances par-ci par-là, stagiaires et tout, ça tournait régulièrement. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, tu vois, quand on arrivait à être 3 ou 4, en fait, on se disait, ah ouais, donc là, mon bureau qui était dans le grand bureau à la base, en fait, on a tout inversé. Moi, j'ai pris la petite pièce, on a mis tout le monde dans le big open space, on va dire. Enfin, le big, du coup... Okay. Le salon de l'appartement. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, ça y est, on a enfin du coup déménagé dans les vrais nouveaux bureaux qui maintenant sont beaucoup plus grands. Là, on est sur un plateau, on a un peu plus de 130 mètres carrés, donc on est beaucoup mieux. Et on a 2 autres étages en dessous où on pourra développer d'autres activités, faire d'autres choses. Donc ça, c'est trop bien. Trop bien. Ah oui, donc là, on peut dire que c'est presque le QG maintenant. Ouais, là ça a tendance à être le QG. Ça serait bien que ça soit le QG parce que là c'est bon, on a de la place. Et comme je suis dans les travaux pour la première fois, j'ai envie que ça se finisse les travaux à un moment et que du coup j'ai envie d'être bien installé, de me dire ok, parce que là l'appartement, tu vois, je suis resté 1 an. Donc en fait chaque bureau je suis resté à peu près 1 an, sauf le premier où je suis resté 2 ans, mais sinon j'ai fait tous les ans déménagement quoi. Ok. Quasiment, ouais. Mais après, j'aime bien déménager. Ça renouvelle et comment tu passes de je fais mes petites commandes entre guillemets dans mon coin à ouais, une stagiaire là ça pourrait m'aider, une autre personne pour faire les prépas de commandes, je sais pas, ça pourrait m'aider. Comment tu passes cette étape là? C'est un peu flippant, non, presque, entre guillemets, de te dire j'ai quelqu'un sous ma responsabilité et tout ça. Alors je l'ai pas vu comme un truc flippant au début parce que en fait j'étais dans le besoin, parce que comme j'avais mes commandes de clients d'illustration et à côté j'avais la boutique en ligne, même si la boutique en ligne ça a jamais été un truc avec énormément de commandes, tu vois, mais ne serait-ce que juste t'en as 2 par jour à faire, t'as quand même 2 par jour à faire, et à la fin de ta semaine t'en as eu 15, donc ça plus ça plus ça plus ça te prend toujours un petit peu de temps. Donc j'avais besoin au bout d'un moment de temps en temps, tu vois, par exemple quand t'as des périodes, quand c'est Noël, des trucs comme ça, t'as plus de ventes, et je t'avoue, des fois il y avait des journées au début, je commence et tu vois, j'avais genre 10 commandes, et du coup t'arrives, t'as passé 3 jours, t'as pas fait celle d'avant, déjà 30 commandes, tu sais déjà, il va falloir y passer au moins une bonne matinée pour tout faire correctement. Donc déjà là, et t'as les questions d'approvisionnement, du coup d'aller chercher le matos, tous ces trucs-là, donc tu fais beaucoup d'allers-retours également. Et comme je te disais au début, j'avais 10 mètres carrés, donc t'imagines en plus la logistique pour tout foutre dedans, c'était chaud. Donc il y avait ce truc-là, et au début, en fait c'était un peu sur ça, c'était ponctuellement sur des périodes de rush, juste la boutique e-commerce. Et puis après, je me suis dit, bon, les clients c'est cool, mais en vrai je rame parce que j'ai beaucoup de demandes, ça se passe bien, mais moi j'ai pas assez de capacité de production, j'ai beau bosser comme un fou, je peux pas faire 10 clients en même temps, et c'est pas ça le but, c'est pas de faire 10 clients en même temps, c'est plutôt d'en faire 3 ou 4, parce que c'est bien de jongler entre les projets, de se renouveler l'esprit pour que ta créativité elle reste dynamique, que tu restes pas en train de stagner sur un seul projet, mais même juste de faire ça, du coup je me disais écoute, on peut aller encore un peu plus vite, mais du coup il me faut du monde sous le coude. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, j'ai pris une stagiaire à un moment, c'était un stage de 3 mois, avec du coup Chloé, et ça s'était très bien passé. Du coup, je lui ai dit, vas-y, on fait ça. Et puis après, elle est venue, tu vois, continuer de m'aider un peu en freelance à côté. Okay. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Elle a fait 3 mois là, du coup, elle était déjà bien installée, elle avait ses repères, ses trucs, elle commençait à connaître un peu mes clients réguliers. Du coup, naturellement, tu vois, elle a continué. Donc voilà. Au début, ça commence par des trucs assez classiques, j'ai envie de dire. Tu délègues. Et alors, c'est là où où tu veux en venir un peu avec le côté est-ce que ça fait pas flipper, est-ce que peut-être dans le côté délégué que tu sous-entendais ce genre de choses, et oui, mais comme au début ça se basait sur un stage, je me disais c'est pas grave, elle fait un truc, moi le but c'est quand même pour pouvoir le publier, ou du moins de pouvoir l'utiliser et de satisfaire le client. Mais sinon c'est pas très grave, au pire ça sera de la documentation pour son rapport de stage, tu vois. Oui, d'accord. Même si le but c'est pas ça, parce que moi j'aime bien quand les stagiaires qui viennent bosser là, ils aient fait quelque chose qui est servi, qui soit concret, qui puissent se dire après, ah putain,
ça y est, il est dans la rue, le truc, regarde, c'est moi qui ai fait ça quand j'étais en stage et tout. Tu vois, j'ai envie qu'il puisse... C'est quand même une satisfaction, tu vois, la première fois que tu vois un truc... Ah, c'est une fierté, ouais, de fou. Bah ouais, Clairement. c'est clair. Donc j'essaye que les gens, les stagiaires qui viennent bosser avec moi, en général, ils puissent au moins vivre ça, tu vois, au moins à un moment dans leur stage, parce que bah c'est cool, quoi. Tu sais pourquoi tu mets de l'énergie dedans et tu dépenses. C'est Ouais. clair. Est-ce que aujourd'hui, t'as des employés en mode CDI ou CDD Oui. ou c'est toujours à base de freelancing et stagiaire? Non, j'ai ma première employée, Léa, qui est embauchée, et là je suis en train d'en prendre une deuxième. Ok, trop bien. Qui s'appelle Léa. Donc ça va être trop pratique, c'est déjà l'enfer, mais. Et tu vois ce côté un peu peur que je disais tout à l'heure aussi, ça rejoint un peu aussi le fait que ton activité, elle fait manger d'autres personnes entre gros guillemets, tu vois. Ouais. En mode, ça ruisselle après vers des employés et leur vie forcément, tu vois. Ah, c'est trop bien ça. Ça là-dessus, je suis trop content. Et j'allais dire, tu vois, par exemple, c'est logique quelque part, mais il y a eu pas mal de stagiaires qui ont fait de l'illustration. Ils ont été plusieurs. Mais tu vois, genre, si Léa aujourd'hui, c'est la première que j'embauche, c'est parce que elle fait tout ce dans lequel moi je suis, je peux pas être excellent. Genre le dessin ça va, je me débrouille, mais elle fait pas du tout de dessin, tu vois. Par contre elle va être très très carrée pour organiser tout ce qui se passe dans la boîte, tu vois, pour la gestion de projet, pour le suivi client, pour je sais pas, pour les relances de SAV, ce genre de choses. Enfin faire de la gestion de projet. En fait c'est mon adjointe au final, tu vois. La facturation, des choses comme ça, c'est elle qui va s'en charger quand moi je peux pas, tu vois. Appeler des clients. Donc elle m'épaule sur beaucoup de trucs. Donc en fait, elle fait la partie qui est vraiment complémentaire de ce que je peux faire aujourd'hui, quoi. D'accord, ok, ouais, cool. Du coup, ça te décharge quand même de pas mal de... Complètement. D'occupation mentale, ça doit soulager. Ouais. Complètement. C'est vachement bien d'avoir quelqu'un comme ça sur qui tu puisses compter, quoi. Parce que clairement, bah déjà t'avances plus, t'avances à deux, donc t'es plus en mode tout seul dans ton truc et tout. C'est bien d'avoir du recul sur certaines choses, tu vois. Et ouais, juste moi j'ai tout le temps tendance, tu vois, à aller tout le temps super vite et tout. Dès qu'il y a un truc, bam, on fonce, on y va, clac. Et elle est un peu là aussi pour dire, temporiser, elle me dit, alors attends, non, t'es tout le temps dans le rush. Maintenant, on va faire les choses par anticipation. Le truc, on va pas le sortir tout de suite, on va le sortir dans 2 mois, mais on va faire une communication dessus, une stratégie et tout. Et tu vois, elle me permet de poser un peu le truc. Ah, yes, ok, très bien. Mais voilà, heureusement. Sinon, il faut commencer à voir un peu comme ça aussi. Sinon, tu peux pas te développer. Enfin, la boîte peut pas se développer correctement non plus. Si je continue d'être dans mon modèle quand j'étais tout seul en free, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, ouais, elle te sensibilise à d'autres aspects un peu de ton métier aussi. Justement, peut-être tout ce côté un peu marketing, teaser les projets ou les trucs comme ça, communiquer dessus, ou est-ce que vous tirez l'un l'autre vers le haut comme ça? Oui, exactement. Et alors, j'allais dire ça, je l'avais quand même déjà un peu, le côté marketing et stratégie, tout ça. Mais je veux dire, je prenais pas du tout le temps de le faire. Je prenais pas le temps. J'avais plein d'idées, j'ai toujours plein de... Je réfléchissais bien en amont à comment choisir mes prix psychologiques, que ce soit pour mes produits, quoi. Donc vraiment, j'allais chercher assez loin. Comment fitter le plus possible à mon marché, si on veut commencer à rentrer dans des trucs vraiment de marketeux. Mais elle a vraiment ramené ce truc de maintenant, on planifie tout. On fait la stratégie, elle est carrée. On fait des tableaux pour connaître les marges, les machins, tout ça. Et on fait les choses bien de manière à ce qu'on puisse avoir l'information facilement et s'il y a besoin de la transmettre, qu'on puisse être efficace et voilà. Toujours dans cette logique, si demain il y a plus de gens qui rejoignent l'entreprise, et bien évidemment, faut que ça soit le plus clair possible, tu vois. Donc, Ok, trop bien. Du coup, ouais, j'imagine que depuis la petite pièce d'Embrassard jusqu'à maintenant, t'as quand même fait diversifier pas mal tes compétences, notamment, on l'a dit, en un peu gestion d'entreprise, compta, embauche, tout ça. Un peu immobilier, du coup, là, avec les nouveaux bureaux. Oui. Les conventions, on en reparlera tout à l'heure, mais les conventions où tu tabasses les conventions, là, en cette fin d'année aussi. Oui, ouais, on a sorti la fiche de tournée, entre guillemets, hier, ouais, c'est... Ouais, c'est ça.
T'as le Pop Store, on en reparlera aussi sûrement, mais enfin, t'as diversifié clairement toutes tes activités. Ouais. Est-ce que t'as une compétence qui te manque, tu penses, à ton arc et que t'aimerais perfectionner ou apprendre en plus pour le futur? Je sais pas. En vrai, déjà, tu vois, on fait déjà beaucoup de choses, mais on peut tellement déjà tout faire en mieux. Donc, il y a déjà encore tellement à apprendre sur que ce soit, tu vois, sur la partie les conventions, enfin le pop-up store. Donc, on va dire de manière générale les conventions, les événements aussi. Ouais. La boutique en ligne. Enfin, en fait, il y a tellement de trucs qu'on peut améliorer au quotidien et on se rend compte. Du coup, on l'améliore pour le truc d'après à chaque fois. Ouais, petit à petit, ouais. Mais ouais, non, clairement. En vrai, tu vois, si on... Là, il y aurait assez de taf pour 15. Moi, je sais pas si je peux me le permettre après, mais clairement, on pourrait, tu vois, être à 15. Donc non, il y a énormément de trucs sur lesquels apprendre. Même, c'est con, mais tu vois, tout ce qui est les publicités Facebook, tous ces trucs-là, enfin, le e-commerce. Le e-commerce, on est vachement en retard, tu vois, aujourd'hui. Avec le site en ligne qu'on a et tout, il y a tellement de trucs. Enfin, je me remets beaucoup à écouter des podcasts en ce moment et je me rends compte qu'il y a tellement de trucs qu'on pourrait faire, tu vois. Mais bon, je pense que si aujourd'hui je suis moins sur le e-commerce et que je suis plus sur les foires, les événements, tout ça, c'est qu'il y avait aussi un truc de se reconnecter physiquement, je pense, tu vois, avec les gens, avec l'humain de manière générale, parce que la boutique en ligne, c'est cool. Mais il y a un moment, tu vois pas les gens, t'as pas les retours en direct, tu les vois pas toucher tes produits. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça où t'as besoin de te rendre compte. Et clairement, c'est hyper intéressant de rencontrer les gens, de savoir ce qu'ils pensent. Et puis, c'est trop chouette parce que t'en as plein, ils sont tout le temps hyper enthousiastes. Ils te montrent des photos de leur déco, ils ont mis 5 ou 6 cadres, tu vois, chez eux et tout. Tu te dis putain, ouais, et tout. Ou t'en as, tu sais, ils viennent en convention. Et ils nous achètent la bannière d'exposition, tu sais. Ah oui. Et la première fois, on nous a demandé, on s'est dit, putain, ah ouais, il veut nous acheter ça. Bah c'est cool, tant mieux. Et bah voilà, ok. Et puis maintenant, en fait, maintenant, on s'est dit, bon bah vas-y, il faut qu'on essaye d'en vendre une à chaque fois. Et quasiment à chaque fois, tu vois, il y en a une qui part. Donc c'est rigolo, en fait. Non, en fait, les gens, on est très encouragés là-dessus, donc c'est trop chouette. Bien. Ça donne trop envie de s'améliorer tout le temps. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, la bannière d'expo, c'est le truc avec les plus de 100 références, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le visu, l'atelier magique, comme il s'appelle, et t'as 119 références d'animés, manga et tout dedans, dans un espèce de Où est Charlie, un petit peu, en fait. Et les gens, du coup, ils passent leur temps à essayer de trouver les références quand ils passent devant et tout. Et à chaque fois, c'est trop bien, cette illustration, tu vois, elle fait bien de l'effet. J'aimerais bien faire une V2. Arrête. Ah ouais. Mais faut se chauffer. Ça m'avait pris 1 mois à la faire. Ça veut dire, putain, sur 1 mois, faut être kéblo dessus. C'est compliqué maintenant avec les emplois du temps, mais je pense ouais, j'aimerais bien ça te trotte dans la tête, quoi. ah ouais. Mais depuis que je l'ai fait, en fait, je me suis dit, ah ouais, faudrait aller plus loin, quoi. Ou limite, tu sais, tu fais un autre truc qui continue le dessin à côté. T'essayes de faire faire un pont et puis t'emmènes sur une autre île et puis au fur et à mesure tu fais un truc, je sais pas. Ok, il y a plein de trucs à faire, ça pourrait être trop marrant. En plus, elle est immense, il me semble, celle-là. Elle fait plus d'1 mètre, non, de côté Ouais, je pense qu'elle fait 2 mètres par 1 mètre 50, dans ces eaux-là, tu vois. Ouais. Donc il y a des gens qui, quand même, des fois, qui l'achètent, ils disent, tiens, je vais la mettre chez moi, quoi. J'ai la place de mettre ça chez moi. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, c'est grave cool. Bah, du coup, ça me permet de faire un petit pont vers une question qui est un peu... c'est un peu le truc qui revient, j'ai capté dans ton chat sur Twitch, en mode... pourquoi tu as fait le choix de travailler sur Photoshop plutôt que sur Illustrator? La question piège. Vu qu'on parlait de taille et tout, tu vois. Ouais. Voilà. C'est Mona qui nous pose la question. Eh ben Mona, merci pour la question. J'ai envie de te dire, c'est pas moi qui ai choisi le logiciel, c'est le logiciel qui m'a choisi. Et puis, oui. Et puis non, j'étais bien sur Photoshop et j'ai commencé à dessiner là-dessus. Puis du coup, puis voilà, j'ai continué là-dessus et j'ai toujours bossé sur des très gros formats pour avoir des bonnes qualités de dessin, pour avoir des bons fichiers. Donc j'ai jamais eu de soucis avec ça. Surtout qu'aujourd'hui, en plus,
On a découvert ça cet été. C'est Lucas qui était en stage cet été. Tout, on cherchait un moyen de vectoriser des fichiers pour ici Japon, parce qu'ils font de la sérigraphie. Du coup, on avait besoin de fichiers prêts, donc avec toutes les couleurs séparées. Voilà, comme ça, parce que ta sérigraphie, ça se fait en plusieurs passages de différentes couleurs. Et on avait besoin de faire des fichiers assez spécifiques, et on était dans la problématique où c'était pas vectoriel. Et en fait, on a trouvé un site qui s'appelle vectorizer.net, donc VECTORIZER, normal, enfin Vectorize mais avec un R en plus à la fin. Et en fait, c'est une IA qui te transforme ton PSD, ton JPEG en vecto, et ça te sépare les couches de couleurs. C'est super pratique. Wow. Ah oui, d'accord. Donc des fois, moi, ça m'arrivait de me faire chier dans Illustrator, de faire toutes mes différentes couches de couleurs séparées et tout, où je perdais une matinée, quoi, tu vois, à faire un fichier. Et là, depuis qu'on a trouvé ça, maintenant, on sert de ça. Donc, trop bien. Trop bon outil, donc non, on n'est pas inquiété. Je reste sur Photoshop, je suis bien dessus, et puis, et puis ça me fait une nouvelle raison encore de ne pas utiliser Illustrator. Et puis ça n'empêche pas de faire, comme tu l'as dit, des grands formats aussi, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, mais quand je fais mes fichiers, tu vois qu'ils font, en général, on bosse entre 5 et 8000 pixels, à peu près. Je suis conscient aussi que ça tourne pas forcément facilement sur un PC portable, donc oui, évidemment, c'est mieux de bosser sur une tour et d'être posé dans un bureau, mais bosser sur des formats comme ça, après, on a sorti des fichiers qui faisaient 3 mètres de long, on n'a jamais eu de problème, tu vois. Okay. Donc c'est cool. Donc pourquoi changer au final ? Bah ouais. Et bah ouais. On parlait tout à l'heure de diversifier tes compétences et tout. Lors de notre première visio de préparation, tu nous disais que tu étais passé de 40-50 heures de dessin à une quinzaine par semaine maintenant. Ouais. Est-ce que c'est frustrant de ton côté ou comment tu vois ça ? Ouais, et déjà 40-50 heures de dessin, ça avait baissé par rapport au moment où je faisais que ça. Encore. Parce qu'avant c'était beaucoup plus que ça, mais là oui, déjà ça a vachement réduit, et maintenant est-ce que c'est frustrant, je sais pas. En soi c'est un peu, parce que j'aimerais bien que du coup certains dessins pouvoir me consacrer beaucoup plus de temps dessus, et d'un autre côté en même temps j'apprends plein d'autres choses en ce moment, donc le fait d'avoir déménagé, tu vois, le fait on a un chantier un petit peu à gérer entre guillemets, le fait de développer les conventions et tout. Il y a plein de choses sur lesquelles on se forme au fur et à mesure, et c'est super intéressant aussi. Donc ça me frustre pas sur le côté. J'adore en fait faire des choses où je m'ennuie pas. Donc si ça varie le plus possible, c'est trop bien. Des fois j'aime bien être dans un dessin full concentré dessus, passer 12 heures dessus et rien faire d'autre pendant une journée. Mais aussi... et en même temps, tu vois, faire des nouvelles choses, là, en ce moment, c'est cool. Je pense que je vais revenir, tu vois, à des trucs où je vais faire que de bombarder du dessin. Mais pour le moment, j'ai beaucoup d'autres trucs à mettre en place, à gérer, et c'est pas facile, mine de rien. Donc la contrainte de temps fait que j'ai pas le choix. Mais je m'en fais pas, parce que j'aurai toujours le temps de refaire du dessin par la suite. Ok, tu penses que c'est une étape, genre, tu penses que là, c'est une transition qui est en train de se créer ou Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu une transition, parce que il y a plein de trucs que j'avais pas, que je connaissais pas avant. Tu vois, juste on change, on a des vrais locaux maintenant, donc c'est des locaux qui sont au nom de la société, tout ça. Il y a plein de trucs que je soupçonnais pas, mais tu vois, t'as des histoires de sécurité, t'as des histoires de la santé travail, enfin, comme tu vois, par exemple, Léa qui est embauchée, forcément, il y a des choses à mettre en place, t'as des histoires de mutuelles, de comptabilité, les avocats, il y a des trucs à mettre avec eux en place. Pour certains, avant, ma boîte n'était pas immatriculée ici, du coup, il a fallu faire le changement d'adresse, enfin, il y a des choses comme ça à gérer. Ouais. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas durs en soi. En fait, c'est pas très dur. C'est juste que t'en as beaucoup à gérer, et du coup, il faut essayer un petit peu que le reste s'articule avec ce que tu fais d'habitude. Donc forcément, moi je dessine moins, mais ça reste intéressant, et c'est quand même cool de voir ces choses-là, parce que c'est important de les comprendre. Si j'ai envie que les choses se passent bien pour la suite, faut que je mette le nez dedans, quoi. Sinon, tu vois, ça va être chiant, quoi. C'est comme si tu mets jamais le nez dans la comptabilité, il y a un moment où t'as un truc qui va partir en steak à un moment, enfin... Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et du coup, t'apprends un peu sur le tas ou c'est une question peut-être un peu con, tu vois, mais t'apprends sur le tas ou t'as pris une formation Non, sur des sujets à zéro formation, rien du tout, et que du tas, que du tas. Tout sur le tas, tout, pas tout à l'arrache, mais tout dans le sens où je prends les choses comme elles viennent, j'essaie d'y répondre le plus vite possible, et je passe à autre chose. Et ainsi de Ok. suite. Donc, ouais, j'ai Ok. pas le choix là-dessus, y a pas de... Je sais pas s'il y a des formations là-dessus. Doit y en avoir, hein. Ouais, ou ne Mais serait-ce des petits bouquins, tu vois, ou des trucs. non, Il doit exister, tu vois, des choses. Ouais, non, j'ai lu 2-3 trucs il y a quelques temps, mais j'ai pas sur de la formation sur ces choses-là. Ok. Donc, Ok. J'ai cru comprendre, tu me dis si je me trompe, hein, mais que peut-être tu internaliserais même l'imprimerie, du coup, des de affiches? ton côté. Les affiches, ouais, l'impression des affiches et tout. Ouais, exactement. Bah, l'imprimerie est déjà créée en elle-même. On l'a Ok. montée avec Pierre, qui a été toujours le gars qui a imprimé mes affiches, en gros. Chez qui, en fait, D'accord. avant, je faisais sous-traiter. Et maintenant, comme la boîte, il y a eu des petits changements et tout, bah, il a dit. Enfin, je lui ai proposé, en fait, il y a déjà presque un an, bah écoute, viens, on monte notre imprimerie. Tu vois, moi, j'étais dans les plus gros clients de leur imprimeur et tout. Donc je leur dis, vas-y, viens, on monte notre imprimerie ensemble, on fait tout ensemble, du coup, ça va être trop bien et tout. Et il me disait, bah ouais, et tout, en vrai, je suis chaud, tout ça, mais enfin, tu vois, il prenait le temps et tout. Et on a bien fait de prendre le temps aussi parce que c'était important. C'était important. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, mine de rien, donc ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Il faut être conscient Ouais. qu'à partir du moment où tu dis, allez, go, on le fait, t'as quand même un peu plus de 6 mois qui vont s'écouler entre deux, quoi. Ok. Et là, tu vois, on est content parce que ça y est, c'est enfin lancé. On a nos 2 premières machines, on attend le reste à la fin du mois. Et on va dire début du mois prochain, on sera opérationnel et on pourra vraiment tout imprimer PM Studio. Et aussi, du coup, pour les gens, pour les autres artistes, pour toute personne même qui nous écoute, tu vois, qui veut tester et faire ses propres produits, ses propres prints, ses affiches, ses flyers, ses cartes, enfin tout ce que vous voulez. Ok. Ça sera quelque chose de possible parce qu'on veut être une imprimerie un petit peu en plus un peu artistique entre guillemets. Yes. On ne fait pas du tout venant, on va dire, on va pas faire du flyer de bus, du faire, tu vois, du faire part de mariage. Peut-être qu'on en fera un petit peu parce qu'au début il faut lancer la boîte, c'est sûr. Mais plus on aura d'artistes, plus on fera que ça et c'est le but. Donc Ok, trop bien. donc ça va être, je pense que ça va être cool, mais puis quel point en moins de pouvoir faire ça après ici, quoi. Ouais. Ah oui, j'imagine. Mais du coup, ce sera pas juste. Du coup, ouais, non, ce sera pas pour tes affiches essentiellement, quoi. C'est vraiment imprimerie après Non, global. Ouais, c'est d'accord. ça. Ouais, non, le but c'est de l'ouvrir à tout le monde parce que l'idée, en fait, la stratégie c'était de se dire, les gens connaissent, enfin beaucoup de gens connaissent mes affiches ou en ont acheté. Du coup, on s'est dit, ok, ils connaissent la qualité. Il y a plein d'artistes qui en ont déjà acheté, tout ça ou quoi. Ils savent qu'on a des très très bonnes affiches par rapport à d'autres gens. Donc on se base sur le fait que bah ok, la qualité elle est là, le service il est là, et Pierre en vrai parmi les imprimeurs sur Caen il fait partie de ceux qui en ressortent le plus parce que c'est le mec sympa, il est hyper efficace, il est hyper productif, hein, il comprend en 2 secondes le truc, comment solutionner. Ah là t'as un problème de colorimétrie, là c'est un problème de grammage papier, là t'as le pigment qui prend pas bien, du coup faut qu'on change de papier, ceci, cela. Donc il y a Ah plein de oui, trucs d'accord. comme ça auxquels même Pierre, il m'avait proposé pour améliorer la qualité de mes affiches, tu vois. Moi qui voulais un effet japonais vintage, je voulais un papier un peu avec du grain, qui a de la texture. Mais je voulais en même temps un papier qui avait une bonne main, tu vois. Qui a une bonne main, c'est quand tu tiens ton papier et ta feuille, elle est pas en train de flancher. Ouais, ok. Donc ça se rapproche plus d'un truc un peu carteux, un peu carton, quoi. Ouais, plus rigide que le papier. Ouais. Exactement. Du coup, tous ces trucs-là, tu vois, en fait, il a complètement participé à la DA de PM Studio au final. Les Trop affiches, bien. au final, si on utilise tous ces papiers-là, tous ces trucs-là, c'est parce que c'est lui qui a mis son petit grain de sel, tu vois. Il a dit, bah ça serait mieux, ça serait bien et tout. Et puis on regarde ensemble, et puis moi je lui dis, ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Mais tu vois, c'est quand même lui qui fait les suggestions et tout, donc Ok, il est de super bons conseils. Donc c'est trop bien. trop classe. Avantage supplémentaire du fait de travailler avec des gens plus locaux.
aussi, quoi. Exactement. Ce qui rejoint aussi, tu vois, un peu le changement de stratégie où avant c'était plus global, on prend les commandes, peu importe de tout le monde et tout. Enfin, je parle de mon travail de commande d'illustration, et plus ça va, plus au final, tu vois, depuis un an et demi, bah, c'est plus la France sur laquelle je me suis focalisé. D'accord. Et ouais, le travail local, effectivement, de bosser avec des gens pas loin, des gens de la région ou des gens de la région d'à côté. Ça facilite grandement les choses. Tu vois, tout, par exemple pour la boutique en ligne, ou enfin même les produits qu'on a, les t-shirts qu'on fait, les t-shirts brodés, ils sont faits à Caen. Parce que c'est beaucoup mieux. Ils sont faits par le Super Atelier. Nos t-shirts sérigraphiés, ils sont faits juste à côté à l'Envolon, donc c'est en Bretagne, mais enfin tu vois, c'est à 1h30 de route d'ici. Donc, Ouais. donc que des trucs comme ça, et du coup ça facilite vachement les choses. Même sur les transports et tout, donc tu gagnes du temps. Non, c'est trop bien. C'est trop bien aussi de bosser localement. C'est pour ça que la stratégie a un petit peu changé aussi aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Donc, ouais, on parlait du contact humain aussi qui pour toi te semblait important. Avec, effectivement, tes conventions, ton planning de convention qui est assez chargé aussi là sur la fin d'année. Tu as le pop-up store aussi. Tu peux un peu nous en parler de tout ça? C'est important pour toi de continuer à voir les gens, d'avoir ce contact avec les gens? Ouais, carrément. Parce que les conventions, si on en fait autant, c'est parce que en fait, si tu voulais toutes les faire, tu pourrais en faire 3 ou 4 par week-end à la fois. Oui, d'accord. Donc en fait, si tu regardes juste sur la France, donc après, si tu regardes un peu plus loin sur l'Europe, parce que t'en as quasiment tout autant partout, donc tu pourrais en faire en fait. En fait, tu pourrais envoyer des gens quasiment tous les jours sur des conventions quelque part, t'en aurais une, quoi. Donc, Ouais, punaise. donc non, là-dessus, tu vois, il y avait quelque chose à faire. Donc moi, j'en ai fait la première, je l'ai faite il y a un peu plus d'un an. Et je l'avais faite à Rennes. Et en fait, je m'étais rendu compte que ça m'avait trop plu. Je suis arrivé par hasard. C'était... je sais plus, il y avait un exposant je crois il avait eu le Covid ou quelque chose comme ça. Du coup, il a dû annuler sa venue, genre la veille ou l'avant-veille. Et par contre, du coup, son stand était tout payé. Parce que à 3 jours de l'événement, tu peux plus être remboursé, quoi. Moi, on m'a appelé parce que je connaissais quelqu'un. Ils m'ont dit, en vrai, viens, il y a un stand, il est déjà tout frais payé. Et les organisateurs, ça les arrange d'avoir quelqu'un... sur place, quoi. Donc moi j'ai dit bon bah vas-y, super, j'y vais. Et en fait, le fait d'avoir eu des retours en direct comme ça et tout, ça m'a trop plu, quoi. C'était physique, c'était crevant. C'est la première fois que je faisais ça, donc j'avais fait un stand à l'arrache et tout, mais je me suis débrouillé. Et puis voilà, tu vois, j'avais mis tu sais les fonds verts là, tu mets 2 poteaux et une barre pour mettre ça. Et ben moi j'avais mis ça, mais j'avais mis genre 2-3 lanternes japonaises dessus. Et puis après j'avais toutes mes affiches qui étaient posées à même sur des tables. Donc clairement 100% à l'arrache, avec mon sum-up qui marchait pas une fois sur deux parce que réseau pourri et tout. Merde. Et puis la première fois quand tu te sers du sum-up, t'as des barrières de sécurité, genre quand tu fais, je sais plus, quand tu passes 100 €, il te dit merci de mettre votre carte d'identité recto verso dans l'appli, tu vois. Et une fois que tu passes 1000 €, il te dit merci de nous envoyer un justificatif de je sais plus quoi. Et il t'en demande 3, je crois, jusqu'à 5000 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, laisse tomber là. Ça te fout. T'es en train de gérer tes ventes et tout, t'es dans la galère, t'essayes de suivre le rythme et tout. En plus, t'as ça, l'enfer. Bref, du coup, non, et en fait, j'avais juste adoré. Contact avec les gens, l'échange. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est aussi le fait de rencontrer énormément de gens. Que ce soit autant des gens qui viennent pour acheter, les affiches, rencontrer les gens qui me regardent en live sur Twitch, faire mes dessins, mais aussi, tu vois, rencontrer les autres artistes, les autres exposants qui sont sur ces conventions-là. Et en fait, je soupçonnais pas qu'il y avait autant d'artistes là-dessus. Et je me suis fait des bêtes de potes aussi là-dedans, parce que du coup, je les croise régulièrement sur les conventions. Ah oui, d'accord. Donc c'est cool d'avoir des têtes familières que tu croises. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, beaucoup d'échanges sur des gens du coup qui connaissaient beaucoup mieux ça. La vente physique, c'est complètement différent de vendre en ligne ou quoi. Donc beaucoup de choses à en tirer. Et de manière générale, très intéressant de rencontrer tout ce petit monde-là, de se faire plein de potes et tout. Donc, le feu, j'adore. Ça va continuer sur cette lancée, quoi, l'année prochaine. Ouais, ça va continuer. Parce que,
en plus, tu vois, une nouvelle ville veut dire une découverte d'une nouvelle ville en plus. Donc tu vas avoir un public que tu n'as pas encore rencontré, donc ça c'est cool, on va dire. Ouais. Et en plus de ça te fait une petite visite. Alors clairement on n'a pas le temps de visiter la ville, mais on essaye toujours au moins de se faire un petit resto, de sortir le samedi soir par exemple, de se dire ah ouais ok, donc ça c'est comme ça. Moi tu vois je suis jamais quasiment allé à Lille de ma vie, bah, j'y suis allé 2 fois pour des conventions et je me disais ah ouais c'est cool et tout, la grande place de Lille c'est trop stylé et tout ça. Non, tu te rends compte des choses et tout, c'est chouette, ça te permet de voir, on voit du pays tu vois, donc Ouais, clairement. juste ne serait-ce que pour ça c'est charmé, ça c'est charmé. Et alors du coup pour répondre à la deuxième partie de la question pour le pop-up store, Tu perds pas le nord, hein. Pas mal. ça va, c'était décousu et puis je me suis rattrapé. Le pop-up store, bah c'est un truc trop bien parce que ça, en fait, c'est un peu un challenge pour moi. J'adore les boutiques. J'adore aller dans des boutiques et quand l'ambiance elle est bien faite, que t'as une bonne immersion dans un univers, tu vois, enfin des produits de bonne qualité et tout. Genre quand tu vois, je vois des belles boutiques sur Paris ou quoi, enfin j'aime bien y aller. Je reste jamais plus de 5 minutes dans une boutique non plus parce que je suis pas non plus un Google du shopping, mais j'adore quand les gens en fait ils construisent un univers et que tu rentres dedans, mais physiquement, tu vois. Que t'es dans un truc 3D. Et c'est vraiment le truc le plus cool à faire avec le pop-up store parce que ça me permet de développer une nouvelle collection, donc des nouveaux produits, des nouvelles affiches, des nouveaux vêtements, des choses comme ça. Et tous ces trucs-là, de les faire corroborer dans un même lieu dans lequel tu peux entrer. Et c'est ça que j'essaye de faire avec mes pop-up, c'est d'essayer de proposer un espèce de... C'est une expérience, quoi, limite. Ouais, de faire vraiment le truc le plus japonais possible et que ça soit authentique avec tu vas retrouver des plaques en métal, des vieux drapeaux japonais, tu vas trouver des produits tu vois qu'on a, ils vont être mis dans des anciennes caisses de nouilles que les mecs ils utilisaient quand le mec fait les nouilles et qu'il les dépose au resto de ramen par exemple. On a plein, enfin j'essaie de refaire tout un truc où tu te dis putain ça sent le Japon des années 80-70 là. Donc c'est chouette, j'aime bien essayer de prolonger l'univers et aller jusque là parce que du coup tu rentres dans une autre partie du taf que je ne faisais pas avant, c'est la scénographie et j'ai envie de dire c'est le plus cool parce que c'est le plus concret, c'est les choses, c'est du physique, donc quand tu fais une devanture et tout que c'est japonais, une enseigne lumineuse ou quoi, un néon, c'est un truc qui tu vois, enfin je sais pas, tu vois ça fait de la lumière, ça se répercute sur les murs et tout, ça a une autre dimension quoi, donc non les pop-ups c'est cool à faire. Tu ressens un parallèle entre faire un dessin dans l'univers qui est le tien et faire une scénographie pour mettre en valeur ces dessins. Tu retrouves un peu une passerelle logique. Bah complètement. En fait, c'est le truc le plus logique possible même. Vraiment, tu vois, c'est même l'impression de mettre les choses à leur place, où elles doivent être. Tu vois, c'est presque un Tetris quoi, limite. T'as ton espace et puis en fait mettre chaque élément, en fait c'est logique. Faut se creuser la tête parce qu'il faut que les choses aussi justement faut qu'il y ait une logique aussi à suivre parce que t'as ton flux de visiteurs à gérer, enfin tu vois, c'est que des contraintes comme ça où en fait c'est comme des jeux de gestion, tu sais, genre Zoo Tycoon à l'ancienne, Starcraft ou des trucs de ce genre, Warcraft et tout. Je me butais à ça quand j'étais petit et en fait je retrouve trop ce côté là dans le côté pop-up et même la gestion convention, tu vois. J'adore, je trouve ça trop cool, tu vois. T'envoies une équipe ici, machin, toi tu pars de ce côté-là et tout, tu vois. Alors là, faut un camion, là, faut en louer un autre parce que ça, on n'a pas. Et tout. Et en fait, tu gères des trucs dans tous les sens. Et en fait, c'est un jeu de gestion, tu vois, le truc. Et c'est trop bien. Ouais. Et limite, quand tu disais gérer un peu le flux de personnes, j'imagine même dans la construction même du lieu, ne pas mettre. Essayer d'éparpiller au maximum les trucs à gros intérêt, j'imagine. Maintenant, t'as, je pense, un peu l'habitude de voir qu'est-ce qui te plaît le plus. J'imagine Pokémon, ça doit cartonner. Donc, essayer un peu, j'imagine, de éparpiller les zones d'intérêt pour pas créer des gros bouchons non plus. Parce que c'est assez petit, il me semble aussi. Si je me trompe pas. Le pop-up, il fait 20 mètres carrés. C'est ça. Okay. Il est pas très grand. J'ai pas dit, mais il est rue Froide à Caen, 45 rue Froide. Et, il est pas grand, mais alors il est Géchard. Il est blindé, t'inquiète pas. On l'a rentabilisé le pop-up là.
et comment dire, oui, en fait, faut essayer de faire des différents petits pôles. Donc, si t'as un pôle où t'as plus, tu vois, genre des tapis de souris, tu vois, on va faire un petit coin un peu plus gamer. Donc, on va essayer de mettre un petit néon, une petite mini borne d'arcade, parce que j'ai une collab avec des bornes d'arcade. On va essayer de faire un truc où t'as vraiment les nouveaux prints de la boutique. Donc là, tu vois, on a essayé de récupérer, on a acheté sur le bon coin plusieurs espèces de tourniquets à cartes postales et des choses comme ça pour mettre des produits dedans. Et puis ouais, j'allais dire, en fait, c'est trop bien les pop-up parce comme moi je suis sur un truc vintage, il me faut que des meubles vieux. Du coup, je fais full brocante, le bon coin et compagnie, et du coup, ça va essayer de chercher, de chiner du petit meuble, ça négocie fort et tout, et c'est trop bien. C'est le vrai. Là, tu vois, c'est le vrai commerce pur et dur, quoi. Ouais, de fou. C'est trop bien, c'est trop fun. Et ça dure combien de temps ? Ça dure tout le mois. Donc, un tout mois le mois d'octobre. entier. Okay. Ouais, jusqu'au 31 octobre. Toi, tu vas gérer comment ta présence là-bas ? Tu y es un peu toutes les semaines ? Moi, exactement, c'est ça. Moi, je vais y aller ponctuellement, je vais passer une tête de temps en temps. Tu vois, le samedi, comme c'est là où il y a le plus de monde, le samedi, j'y passe un peu. Et après, en semaine, je vais essayer d'y aller une fois ou deux, tu vois, en plus dans la semaine, histoire de voir un peu, puis même de suivre comment ça se passe, parce que ça m'intéresse et tout. Donc voilà, c'est cool. Ouais. Et puis c'est trop bien parce que on avait fait ça, tu vois, que 2 semaines pour le premier pop-up. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en 2 semaines, on connaissait tous les commerçants de la rue. Tu devenais pote avec trop de gens et tout. Tu rencontrais trop de gens. Donc c'est trop bien. Moi qui ai grandi toute ma vie à Caen, j'étais content parce que du coup, il y a plein de commerçants que je connaissais de visage et tout. Et tu vois, là, ils te connaissent pas normalement, mais là, ils sont en mode ah ouais, et tout, machin, c'est toi qui fais ça. Du coup, c'est trop bien. Donc, ça a consolidé ça a créé des amitiés comme ça a pu en consolider, tu vois. Donc, c'est cool, c'est trop bien. Trop bien. Et oui, et ça dynamise aussi. Je connais pas du tout Caen ni la rue froide en question, mais j'imagine ça dynamise aussi du coup la rue et ça a un effet ricochet sur peut-être les autres shops de la rue ou du coin, en tout cas. Quoi. Ouais, c'est une bonne question, ça. J'ai jamais demandé au proprio, mais effectivement, ça doit... c'est logique que comme le pop-up store, enfin c'est une boutique qui ne sert qu'à faire des pop-up stores. D'accord. Ouais. Tu vois, ça change toutes les 2 semaines, tous les mois. Enfin, ça peut. Ou t'en as des fois, ils sont là 3 mois, ça peut. Du coup, ça doit effectivement, le renouvellement doit faire que ça doit susciter la curiosité et les gens viennent aussi peut-être dans la rue pour ça. Donc non, c'est cool. Ça, c'est chouette d'avoir un lieu comme ça. Parce que moi, à terme, ce pop-up store, j'adore, mais j'aimerais bien avoir une boutique physique, tu vois, ça serait trop lourd. Ah oui, bah oui. Oui. J'allais enchaîner là-dessus, ouais. Est-ce qu'il y aura un shop physique permanent ou au moins un genre de showroom, quelque chose, quoi? Ah, j'en rêve. Moi, c'est mon... Je fantasme trop d'avoir un truc comme ça. Avoir une boutique, tu rentres dedans, tu trouves des vieux trucs Jap. Mais même, tu vois, aller plus loin, en fait. Avoir des affiches comme aujourd'hui je vends, mais aussi avoir de la vraie brocante japonaise. Yes. D'avoir de la vieille vaisselle, des vieux meubles, des choses comme ça. Proposer un peu de nourriture japonaise. Là, au pop-up, par exemple, c'est ce qu'on fait. On a fait un corner spécial food japonaise. Arrête, Donc, j'ai trouvé des gars qui en vendaient. Ils nous ont dépanné 2 jours avant d'ouvrir le pop-up, donc laisse tomber, trop heureux. on les remercie. Petit Combini qu'il s'appelle, et tu vois, genre développer des petits trucs comme ça, c'est trop bien parce que c'est super sympa de varier les produits et ça forme un tout, c'est cohérent, tu vois, de pas juste vendre des affiches, parce que demain, si j'ai une boutique physique, je vais pas pouvoir vendre que des affiches, les gens ils vont pas uniquement venir pour ça, donc c'est cool d'avoir un peu de vêtements, d'avoir un peu de, tu vois, un peu de déco, de mobilier, de choses comme ça pour varier. Et comme d'habitude, tu vois, c'est comme quand tu rentres dans une boutique où t'as une ambiance de ouf, bah c'est le tout. Tes produits font partie de cette décoration, en fait. Ouais, clairement. Comme, tu vois, comme t'auras les boutiques sur la route 66 aux États-Unis. J'y suis jamais allé, mais tu sais, t'as les grosses plaques en métal, t'as des calandres de Cadillac, t'as des choses comme ça, donc forcément, c'est le tout qui crée l'univers. Et moi, ouais, c'est ça que j'aimerais bien. Avec une boutique un jour, ça serait cool. Ah ouais, de fou. D'ailleurs, ouais, t'as une envie un peu, toi, de développer ton univers, mais sur d'autres médiums, genre, je sais pas, jeux vidéo, BD, cinéma, pourquoi pas, choses comme ça. Ouais, ça serait trop bien, mais après, ça dépend... En fait, ça dépend à quel niveau je peux intervenir, et tu vois, si c'est vraiment de la direction artistique,
Si c'est plus... en fait, je sais pas, ça dépend. Mais c'est que, en fait, j'aime bien tout. J'adore la vidéo, ça rend trop bien de voir les choses prennent vie réellement, quoi. Donc, c'est hyper bien. Et tu vois, par exemple, j'aimerais trop, je pense, faire de la DA sur de la déco. Je sais pas. T'as un huis clos qui est tourné dans un espace. Il faut que ça soit en cohérence avec le côté japonais vintage que je fais. Ouais, là ça me ferait trop kiffer, tu vois, de designer les pancartes, les panneaux, toutes les choses comme ça. Je sais pas quoi, le petit poster un peu déchiré accroché à côté de la fenêtre. Ce genre de choses, ouais, ça me ferait trop kiffer. La BD, je t'avoue, j'y serais plus réticent parce que c'est un travail de longue haleine et c'est lourd à faire. En investissement, en énergie, c'est vraiment lourd, c'est vraiment... une grosse part de toi que tu mets dedans en général pendant une année ou deux quand même. Donc en vrai j'ai pas eu de proposition enfin des propositions aussi de faire des BD, j'en ai eu, mais j'ai pas un vrai sens de la narration. Je t'avoue là-dessus, je pense que je suis une bille un peu, donc clairement autant faire des dessins ça va, mais après que toutes les cases se suivent avec une suite logique, tu vois, le découpage cinématographique qu'il te faut pour faire ça, que t'as un fil rouge qui va bien. Je pense que si je fais ça, y a des auteurs de BD derrière, ils m'allumeraient. Tellement il y aurait des trucs peut-être qui sont pas bons, je sais pas, tu vois. Oui, j'imagine, il y a aussi des codes propres aussi à la BD, comme tu disais, les cases, peut-être l'agencement des cases. Tu racontes aussi quelque chose en agençant tes cases d'une certaine manière et tout, leur donnant des formes différentes aussi. Donc, ouais, c'est ça. C'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Clairement. Donc, et je pense qu'il faut vraiment ta tête reposée pour faire ça. Ouais, je pense, ouais, clairement. Et pourquoi pas un escape game, l'univers parce que... Ah, ça serait énorme. Ah ouais, serait lourd, hein. Ah putain, ouais, j'avais jamais pensé à ça. Ça serait énorme, ça. Ah, ça serait une dinguerie. En plus, pensez là avec le pop-up store, justement. Limite, t'as des petits indices qui ramènent à d'autres endroits et tout. Ça peut être grave cool, quoi. Et bah, je vais pas spoiler, mais pour les futures conventions, on a un truc de prévu. Là, pour la Japan Touch de Lyon cette année, 1er de décembre, où on va revisiter complètement notre stand. On fait un autre truc qui n'a rien à voir, entre guillemets, qui n'a rien à voir. Et parce qu'on reste quand même sur les mêmes produits et tout ça, mais dans la proposition qui sera très différent. Et en vrai, c'est cool ce que tu proposes, parce que ouais, c'est cool d'avoir de l'interaction et que les gens puissent donner vie en fait à ça, se l'approprier. Ça, ouais, je vais le garder dans le coin de ma tête. Il y aura peut-être un escape game derrière la boutique physique un jour. On a vu aussi, en fait, on avait Matei dans le podcast. Oui. Et on avait vu que vous aviez du coup un peu travaillé ensemble. Enfin, il avait adapté une de tes illustrations en 3D. Ouais. Il me semble qu'il y a quelques semaines, tu cherchais aussi un motion designer pour travailler avec toi et peut-être animer tes illustrations. C'est quelque chose que tu as envie de développer aussi, Ah ouais. Ouais, de mouvoir un peu tes illustrations dans d'autres médiums, quelque sorte. Ouais. Ah ouais, non, puis tu vois, genre c'est trop bien, parce que Matei, il avait fait la refonte 3D de l'affiche du storefront Carapuce que j'avais fait, enfin revoir la boutique et tout comme ça, enfin pouvoir tourner un peu autour et tout dessus avec la 3D, non c'est fou, c'est trop bien. Et puis en plus du coup avec sa patte, parce qu'il a respecté mon dessin, mais en plus il a quand même respecté sa patte aussi, donc il a vraiment réussi à faire ce truc entre deux, ce compromis, et à respecter les deux visions artistiques, et là-dessus c'était chambé. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a aussi, j'ai mon pote Logan, Kogi Shop, qui lui, il fait de l'impression 3D, il fait des masques japonais, des choses comme ça. Tu vois, il y avait pour projet de même le faire en 3D après, de l'imprimer en 3D, de le peindre. En fait, d'avoir une vraie maquette taille réelle. Tu sais, comme les grosses maquettes, là, c'est quoi, c'est les Tsume. Ok, punaise, ouais, lourd. Donc voilà. Après, voilà. Moi, je me suis pris un gros stop par Pokémon sur Instagram et merde, tout. ouais. Mais ouais. Et du coup, voilà. Du coup, fallait bien que ça tombe un jour. On le savait en même temps. On s'est dit, on fait fan art Pokémon. Au bout d'un moment, oui, on savait que ça pouvait nous tomber dessus. Donc moi, je me suis dit, tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça.
Ouais. Et puis on avance, quoi. C'est pas grave. Mais ouais, du coup, non, c'était trop bien, Maté, de l'avoir dessus. Et le motion design, j'aimerais trop avoir un motion designer à temps plein, parce que bah, tu sais, dès que tu fais un post pour Instagram, c'est plus sympa. On fait des newsletters de manière hebdomadaire pour même pas juste pour montrer les nouveaux produits qui sortent, c'est ne serait-ce que pour parler, tu vois, de ce qui se passe au studio, tout ça. Enfin, Ouais. faire une newsletter hebdomadaire pour les gens que ça intéresse, et pouvoir dynamiser tout ça, ou juste parfois t'as un petit perso, juste le faire bouger la main et tout, tu vois, c'est Oui, trop c'est trop mignon. Donc c'est clair. ça donne vie, quoi, encore une fois. Donc ça donne un peu plus d'univers, t'agrandis l'univers, quoi, toujours. Donc Mm. Mm, mm. donc ouais. Bah, vu qu'on s'adresse effectivement principalement à des motion designers, toi, t'es pas fermé à limite qu'on te contacte pour des motion designers canais ou dans l'Ouest globalement pour adapter un peu tes illustrations en motion. Ah ouais, complètement, 100%. Moi, il y a juste un truc, c'est que, et tu vois, ça fait partie de nos critères un peu quand on cherche du monde qui bosse avec nous, c'est que on cherche tout le temps des gens en présentiel. Parce Ouais. que on est conscient que bah, aujourd'hui, petit à petit, mine de rien, il commence à y avoir un noyau dur qui se forme, euh, et on commence à être une petite équipe, avec l'ambiance, elle est trop cool, j'ai envie de préserver ça. Et j'ai envie que tous les gens qui participent au projet, tu vois, ça garde cette cohésion de groupe, que ça soit qu'il y ait une implication et tout. Et le fait de bosser avec des gens qui sont pas là, c'est beaucoup plus compliqué pour les retours. C'est moins facile d'avoir du suivi, d'avoir de l'échange au quotidien. Tu vois, si tu fais un point, machin, avec tout le monde pour dire bah ça, faut qu'on fasse ça, c'est compliqué. Enfin, après, il faut C'est plus rappeler chronophage aussi, ouais. Je comprends. Ouais, et clairement, ça fait la diff aujourd'hui de bosser tout le monde en même temps, parce que du coup, tout le monde est un peu multitâche aussi, et c'est ça qui est chouette. Donc, motion designer, ouais, moi je serais trop heureux de trouver quelqu'un sur Caen ou qui vienne à Caen, tu vois. Mhm. Mais voilà, quoi, enfin, c'est pas, pour le moment, c'est pas encore fait, c'est pas le plus évident. Ouais. J'ai déjà eu des stagiaires en motion design, j'en ai eu deux, les deux ils venaient de Nantes, enfin, ils venaient d'une école à Nantes, des tueurs. Et mais d'ailleurs, qu'on pas eu, enfin, Mathé il est à Nantes, tu vois, en plus pour fermer la question, eux aussi étaient à Nantes, et ils l'ont peut-être déjà eu je pense qu'il a déjà dû donner une conférence dans leur école ou quoi. Donc, D'accord, ok. donc, Mais oui, c'est vrai qu'en ouais. motion design, Nantes, c'est un pôle très important. Il y a beaucoup de très bons Ouais. là-bas dans le coin, donc c'est cool, ouais. Artistiquement, ça rayonne beaucoup, hein. Même sur les graphistes, les illustrateurs et tout. Ouais. Bah, en même temps, c'est une ville qui a une culture de l'affiche, de l'impression même, de la sérigraphie et comment on appelle ça, des petits webzines, des fanzines. Ah oui, ok. Enfin, tu sais, c'est les petits magazines auto-édités où t'as 10-15 pages. Tous ces trucs-là, ils ont une grosse culture là-dessus. Et non, il y a un vrai savoir-faire, du coup, il y a beaucoup d'artistes ouf là-bas. Ouais, c'est cool, ça bouge bien. Ouais. Ouais, du coup, en lien aussi avec Matei, avec lui, on a beaucoup parlé de sa collection de NFT autour du Mechaverse. Oui. Et il s'avère que toi aussi, tu as travaillé un peu sur un projet de NFT Chainzoku. Ouais. Tu peux un peu nous raconter comment ça s'est fait, où ça en est globalement? Ouais, bien sûr. Alors, Chainzoku, c'est le projet. En fait, c'est un projet initié par Florent Auchard, qui est l'illustrateur derrière Yoko. Enfin, tu vois, il fait tous les trucs pour son frère, Squeezie, tout ça. Donc, tous les trucs du GP Explorer, c'est lui qui fait tout ça. Et en fait, c'est lui. Il avait initié ce truc-là, et avec son pote Arthur, qui est aussi chez Yoko. Et ils se sont dit, vas-y, il faudrait qu'on fasse des trucs dans un univers japonais qui nous fasse kiffer et tout. À eux, s'est greffé Hugo, qui a fait la même école que moi et qui est un pote de Caen, pour la partie 3D. Et moi, je suis un peu arrivé, tu vois, plus en fin de course, plus pour la partie, on va dire, 2D. Donc en fait, l'idée, c'était de faire des personnages NFT, donc faits en 3D, que tu puisses customiser et interagir avec eux. Aujourd'hui, t'as carrément des mangas, tu vois, Chainzoku, qui sortent en digital et qui vont sortir en physique bientôt, mais des petits mangas qui sortent toutes les semaines, dans lesquels tu as des nouveaux ajouts d'accessoires ou quoi, tu peux customiser. Et l'idée, c'est de faire une espèce de guerre de clans entre les Bosozoku et les Onizoku. Donc, en gros, un peu les démons, mais ceux qui ont un côté plus traditionnel, plus proche de la nature, et ceux qui sont plus pour la technologie, le nouveau monde, et tout ce qui est... comment on appellerait ça,
dépassement humain. J'ai plus Oh les termes, punaise. comment ça s'appelle. Enfin, tu sais, s'augmenter biologiquement. Ok. Bref. Et J'ai du coup, pas le terme, désolé. non, je l'ai plus. Transhumanisme, voilà, exactement. Transhumanisme. Ah yes, ok. Et enfin bref, et du coup, l'idée c'est qu'en fait chaque personne incarnant qui a son NFT et incarnant un personnage de l'un de ces deux clans, en fait c'est de stratégiquement s'armer et de monter en hiérarchie et d'essayer d'avoir le clan qui gagne un peu sur l'autre. Et en fait il y a plein de mini-jeux, enfin plein de trucs intégrés à ces NFT, plein de projets qui devraient arriver. Et grosso modo, Flo a fait tous les dessins. Visuellement, Hugo a préparé toute la partie 3D avec avec l'équipe et moi j'ai fait un peu toute la partie 2D qui était plus là pour de la customisation, donc en fait tout ce qui allait être posé sur les personnages. Donc si tu veux, ça peut être des tatous, ça peut être un pansement, ça peut être des stickers sur les personnages. Ok. C'était plein d'éléments comme ça et du coup moi j'ai bossé sur cette partie là et tu vois j'ai dû faire un truc genre je sais plus, j'ai fait 250 visuels. Ok. J'ai fait une affiche avec Flo, mais les gars ils ont fait des trucs de fou. Tous les mangas qui sortent de manière hebdo, c'est un artiste différent et un visuel différent à chaque fois pour la couverture. Le contenu, c'est Vagab qui a fait ça. Il a fait un taf de porc. Vagab, il est trop fort. Il a fait des planches manga. Je sais pas combien il en a fait. Il a dû en faire plus de 200 en tout pour le moment. Mais donc voilà, personnage customisable dans un univers japonais dans lequel deux clans s'affrontent pour la suprématie de l'un. Ok. Ouais, là, il y a une importance qui est quand même bien posée sur le lore tout autour de ces personnages, quoi, qui est intéressant aussi. Il y a vraiment une histoire entre tout ça, quoi. Ouais. Cool. Les gars, ils ont pensé à tout. Chaque personnage a une histoire. Il vient de quelque part, donc t'as une carte qui s'accompagne aussi. T'as tout un univers. Enfin, j'invite vraiment les gens à aller sur le site de Chenzoku parce que du coup, je pense que c'est hyper. J'en parle très mal et je pense que c'est très abstrait. Donc, en vrai, ça dit tout de lui-même en voyant le site. C'est japonais et en même temps, c'est un côté un peu mignon. Enfin, faut regarder. Faut aller voir, ouais. Clairement. Ouais, c'est un taf de ouf qu'ils ont fait, les gars. Trop cool. Et du coup, toi, tu n'interviens plus dessus en ce moment, quoi. Non, pour le moment, j'interviens plus dessus. J'ai fait, on va dire, ma partie sur tout ce qui était customisation. La custom, ouais. Plus l'affiche en plus que j'ai fait. Mais dans l'immédiat, non. Moi, je vais pas intervenir dessus pour le moment. Sauf peut-être, tu vois, pour des petits trucs, s'il y a des petits produits qui sortent ou quoi. Parce qu'il y a une boutique physique qui est amenée à voir le jour aussi. Donc. Ok, trop bien. Boutique physique, pardon. Boutique e-commerce, hein, évidemment. C'est ça que. Ok. Ouais, non, boutique physique, non, je suis parti un peu loin là. Et donc, les gars, ils ont plein d'autres trucs pour développer l'univers. Il y a plein d'idées de jeux, tout ça à faire. Parce qu'il y a un univers de ouf. Qui est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. On peut parler du stream un petit peu. T'as repris là en début de mois le stream. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité de streamer? Je pense que c'est le fait de pouvoir parler ouvertement avec les gens directement, sans filtre. Enfin, j'ai pas beaucoup de filtres dans la vie, on va dire déjà, mais c'est vraiment le côté instantané de pouvoir leur parler directement et de les retrouver en fait. C'est de créer un espèce de rendez-vous où, en ce moment, tu vois, avant c'était 3 fois par semaine, c'est passé 2 fois, 3, et puis maintenant c'est une fois, c'est le mardi matin à 10h, et l'idée c'est de pouvoir échanger sur tous les trucs qui sortent, toute l'actualité que j'ai, et de pouvoir présenter les dessins, pouvoir dessiner devant eux, leur montrer, donner des tips, et d'avancer là-dessus. Mais souvent, et il y a même souvent plein de conseils en fait pratiques, tu vois, juste qu'on me demande, ne serait-ce que c'est quoi, quelle tablette tu recommandes, enfin des trucs comme ça qui reviennent assez régulièrement. Mais il y a tellement la communauté, c'est le noyau dur de la communauté c'est trop bien, tu vois. C'est des gens, ils sont au courant de tout ce qui se passe ici, tout ça. Enfin, tu vois, ils n'ont pas besoin d'attendre une vidéo YouTube par exemple pour savoir ce qui va se passer prochainement, parce qu'en fait, j'en parle déjà avec eux et je prends un peu la température avec eux aussi. C'est un peu, entre guillemets, c'est un peu les
je sais pas si on va dire les privilégiés, mais c'est eux qui, je leur dis, j'aimerais bien faire ça et tout, vous en pensez quoi? Ah ouais, fais-le. Ah ouais, non, ça c'est de la merde. Fais-le comme ça, tu vois. Et du coup, j'essaye aussi un peu de prendre savoir un peu aussi ce qu'en pensent les gens comme ça. Sachant que je sais aussi que c'est pas représentatif parce que c'est des gens qui me suivent ardument. Donc, ils sont chauds pour tout, quoi. Voilà, il y a aussi ça. Mais clairement, c'est toujours cool de pouvoir en parler avec eux parce que forcément, c'est le premier avis que j'ai en général. Ouais. Donc, non, c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir échanger avec une communauté qui te suit. Parce qu'en plus, tu sais, c'est très différent de tous les autres réseaux sociaux où Instagram, ça va se cantonner à une photo de profil et un commentaire, en gros, tu vois. Là, t'as quand même les gens, ils sont dans l'échange, ils te regardent pendant plusieurs minutes, parfois plusieurs heures. Donc il y a un suivi qui est vraiment actif, où t'as de l'interaction et tout. Même si on va dire sur mon chat, il y a moyennement de l'interaction parce que les gens mettent souvent mon stream pour bosser. Donc c'est souvent d'autres artistes, tu vois, ou quoi, et ils mettent ça en fond et puis ils se concentrent sur leur truc à eux. C'est juste, ils ont une présence qui travaille. Qui les accompagne, ouais. Voilà, du coup ça les accompagne un peu, quoi. Mais voilà, donc non, j'adore et ça m'avait bien manqué. Là, depuis de pas en faire pendant 2 mois, ça m'avait manqué, ouais. Trop bien, trop bien. Mais c'est vrai que ouais, il y a grave une dimension pédagogique. Sur tes lives, tu le disais, tu t'échanges un peu des tips et tout. T'as pas mal aussi de vidéos YouTube, comment avoir ses premiers clients, ces trucs comme ça. T'as une dimension très pédagogique dans le discours. Est-ce que devenir prof, une fois, ça t'est passé par la tête? T'as déjà testé une expérience comme ça? J'ai déjà testé vite fait, ouais, sur des workshops à Brassard. Donc c'était vraiment faire des cours, tu vois, qui duraient genre 2 jours, 2 à 3 jours maximum. Et tu donnes une thématique et puis enfin à la fin tu guides, tu donnes toutes les astuces. Le but c'est de faire un exercice où les gens vont quand même découvrir des nouvelles techniques dans un logiciel et à partir les mettre en application avec l'exercice que tu leur donnes, avec l'illustration par exemple qu'ils doivent faire, et puis à la fin tu récupères tout, tu regardes, tu corriges et tout, enfin et c'était très 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 cool. Mais je pense pas être suffisamment généreux et patient pour faire ce genre de truc parce que parce que si la classe n'est pas méga concentrée, je suis en mode genre ah ouais bah non là c'est mort, casse tes couilles. Okay. Donc des fois j'ai envie de dire ça dépendrait des jours quoi si je faisais ça régulièrement. Donc on m'avait déjà proposé, j'ai dit bah non, je préfère me concentrer full time sur ce que je fais et je préfère plutôt par exemple faire des streams où je peux avoir contrairement à faire un truc devant 30 personnes, là je peux le faire, tu vois, s'il y a 150 personnes, je préfère quoi, parce que beaucoup plus de gens peuvent avoir les infos, tu peux glisser des liens en plus dans ton chat Twitch, donc toutes tes infos pratiques tu peux les donner vite, t'as tes modérateurs qui sont assez réactifs aussi là-dessus, donc clairement je trouve que le meilleur truc là-dessus ça serait de faire ça. Et tu vois, demain si on me disait par contre j'ai un partenariat avec une école et ils me disent bah viens tu fais un cours en ligne une fois par semaine, ça dure 2 heures et t'as je sais pas quoi tous les élèves de ces classes là machin et tout, je pense que par contre non ça serait pas mal, ça serait assez okay. ça serait un truc que je pourrais envisager, tu vois, j'aurais pas la souci du déplacement, enfin d'autres contraintes, et du coup je pourrais me dire ouais ok ça par contre ça peut être cool. Ok trop bien. Bah écoute, moi j'arrive à la fin du corps de questions. Globalement, après, il y a les petites questions de fin de podcast. Mais j'aimerais juste revenir avec toi sur... on a vu un peu toute l'évolution de ton parcours. Est-ce que toi, tu arriverais à mettre le doigt sur des étapes clés qui t'ont fait passer des paliers importants dans ce que tu fais? Ouais, et bah, tu vois, c'est tout bête, mais je recommanderais à des illustrateurs ou des gens en freelance, hein, de manière générale, des créatifs ou quoi, de prendre un stagiaire. Ouais. Ou des stagiaires. Parce que ça te fait beaucoup avancer, ça te donne... t'es obligé de prendre du recul sur beaucoup de choses, ce que tu ferais pas, en fait, normalement. Et ça t'oblige à te structurer, à devoir hiérarchiser des informations,
de manière à ce qu'il n'y ait pas d'asymétrie, que que ça soit bien compris, tout ça. Ça permet de prendre du recul sur le travail qu'on fait, et c'est hyper instructif en fait. C'est hyper intéressant de faire ça parce que tu t'ouvres, littéralement quoi. Tu laisses quelqu'un rentrer dans ton intimité de travail entre guillemets. Donc clairement c'est hyper intéressant. Je pense que ça notamment ça a beaucoup joué. Avec le fait du coup de un petit peu déléguer, clairement, confier des responsabilités à quelqu'un. Je dirais ça. Et sinon, dans les trucs qui ont pas mal changé aussi, et évidemment, développer des nouvelles activités quoi, à chaque fois. Au début, c'était que l'illustration sur commande. Après, ça a été un peu la boutique en ligne. Après, tu vois, les conventions, maintenant, des pop-up. Il y a quasiment un truc tous les ans qui arrive en plus. Ouais. Et même aujourd'hui, tu vois, aussi la revente en magasin physique des revendeurs, tu vois. Donc, des concept stores, des petites boutiques, des vendeurs d'affiches ou quoi, des corners dans des magasins. Et tous ces trucs-là, tu vois, tous ces nouveaux trucs, à chaque fois, clairement, ça te fait passer un step parce que tu t'apprends plein de nouveaux trucs, tu vois. Donc, c'est trop bien, c'est trop instructif. Trop bien. Est-ce que tu arriverais à nous donner une idée de composition de tes revenus, sans nous donner de chiffres précis, entre tes commandes clients, tes conventions, le shop et tout, ça représente à peu près quelle part de tes revenus? Alors, j'ai pas fait de graphique et tout. on en est pas là non plus. On n'a pas encore des tableaux avec des camemberts et tout, mais ça c'est vraiment là t'as passé un truc. Non, mais par contre, en gros, je pense que pour te donner un ordre d'idée, je pense qu'aujourd'hui les conventions, ça représente genre un tiers. Le travail de commande d'illustration doit représenter un tiers. Et je vais mettre ensemble boutique en ligne plus tu vois, genre collaboration style Rhino Shield ou des choses comme ça, donc des produits revendus par d'autres personnes. Un tiers aussi, je pense. Et tu vois, j'ai pas compté la partie revendeur également. En vrai, je pense on pourrait classifier le truc genre un quart, quasiment. D'accord. Parce que en fait, ça dépend des périodes, quoi. Ça dépend des périodes où tu as beaucoup plus d'achats qui sont déclenchés ou non, mais des fois, les revendeurs, tu vois, ça peut être le point mort, et t'as pas des masses de relance de commandes, parce que t'as des boutiques qui nous recommandent quasiment tous les mois, donc c'est trop bien. Ah oui. Et t'en as d'autres, elles nous commandent une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Donc ça dépend, mais donc il y a des périodes où les revendeurs ils vont faire tout notre chiffre sur un mois quasiment, et après en fait ça va être beaucoup plus le mois d'après, peut-être ça va être les conventions parce qu'on en a 6 dans le mois, et le mois encore d'après c'était le temps d'attendre les paiements je sais pas quoi, d'un travail d'illustration, ça va être ce mois-ci, tu vois. Donc c'est bien, je recommande de faire ça, de diversifier, parce que tu te stabilises en fait. Ta stabilité, tu peux pas venir la chercher sur un cycle. Déjà, ta stabilité se met en place au bout d'un cycle, tu vois, au moins d'1 an, parce que il faut renouveler ce que tu fais et tout constamment. Il faut que tu aies des clients qui reviennent, tout ça. Donc, tu as déjà un minimum de période où ça va prendre en général 1 an minimum. Et en plus, tu as ce truc de. Si c'est un petit peu de revenus dans chaque truc, et c'est cool. Parce que même quand il y a des mois où ça va pas trop marcher, où tu auras moins de commandes, genre typiquement le mois de janvier, c'est la mort, il se passe rien. Et nous, tu vois, sur les conventions, c'est la période où on doit avancer tous les frais, où on fait tous les dossiers d'inscription. D'accord. Et c'est cool, mais tu vois, un stand, ça vaut rapidement 2000 €. Plus t'as ton hôtel, t'as des postes, bref, t'arrives à des budgets qui montent un peu. Quand on a 15 à réserver, du coup c'est le moment en janvier où il faut que tu aies un peu de trésor, quoi. Donc donc c'est bien d'avoir un peu de revenus qui ressort, tu vois, dans différents corps de métier, dans différents types d'activités. Ok, trop bien. En plus on compte même pas l'essence de tout le déplacement de tout ça, quoi, entre les différentes villes. Il y a des petits trucs aussi qui s'ajoutent à chaque fois. C'est ça. Donc ça dépend. Après, tu vois, on est invité. Ça arrive, des fois on est invité. C'est cool, ils nous filent un stand, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une convention sur 10, donc clairement, c'est pas représentatif, quoi, encore. Mais diversifier, c'est bien. C'est très bien. Il faut.
Ça marche. Est-ce que tu as des projets là à venir qui vont sortir prochainement ou un truc dont tu voudrais nous parler qui te tient à cœur? Je pense que là, les plus grosses actus, clairement, c'est l'imprimerie qui, donc d'ici un mois là, qui sera opérationnel. Parce que ça fait 1 an qu'on est dessus, mine de rien, quasiment, et c'est un gros truc. Du coup, c'est début novembre, hein, c'est ça? Plus ou moins? Ouais, exactement. Okay. Donc il y a ça va être trop bien, ça va être un gros changement. Et j'ai un projet que j'aimerais beaucoup mener à terme, qui serait une marketplace pour vendre des illustrations de d'autres artistes, du coup qu'on pourrait imprimer, et du coup de pouvoir super bien les rémunérer, tu vois. Parce que je connais les galères e-commerce, je sais que c'est chiant, la logistique, plein de trucs, il y a plein de gens que ça saoule, ils ont pas envie de s'y mettre, c'est juste qu'ils ont pas le distributeur, ils trouvent pas. Et là, l'idée, ça serait de faire un truc. Alors, il y aurait une cohérence entre les dessins qu'on sélectionne, les artistes choisis, tout ça, parce qu'on mettra pas tout et n'importe quoi non plus. Il faut que les dessins soient quand même jugés intéressants. Et moi, j'ai envie de pouvoir accompagner ces artistes-là, de leur dire ton dessin, tu vois, il est cool, mais on peut encore un petit peu l'améliorer. Et une fois que le truc il est bien, et on propose de le vendre. Et nous, on s'occupe de toute la partie e-commerce, logistique, newsletter, enfin ce que tu veux, et envoi. Et lui, on le rémunère, tu vois. Et l'idée, c'est de pouvoir rémunérer un truc quasiment. Si ton affiche elle est vendue 20 €, si je peux filer 10 balles au mec qui l'a fait. Ouais. Mortel. Le mec, il en a vendu 10. S'il en a vendu 10 dans un mois, tu vois, il a déjà 100 balles. Et là, tu vois, comme je te disais juste avant, diversifier, mettre ses œufs dans plusieurs paniers. Et clairement, c'est avec ce genre de truc que tu peux, quoi. Donc, j'aimerais bien pouvoir faire ça pour essayer de proposer des artistes qui sont cool. Faire naître aussi des artistes qui sont peut-être pas du tout connus pour le moment, tu vois. Et peut-être que moi, avec l'aide de 2-3 copains qui sont peut-être déjà en place dans le dessin, on peut mettre la marketplace, on peut peut-être la faire bien avancer, et du coup faire ressortir aussi ces gens, du coup qui seraient nouveaux. Et ça serait trop bien. Donc putain, lourd, ouais, de fou. Donc j'aimerais bien faire ça. Et puis après, tu sais, à la fin de l'année ou une fois par an, tu peux faire un bouquin qui regroupe tous les dessins. Donc tu fais un espèce d'artbook et tout. J'ai trop de projets en tête. Ça fuse. Donc voilà. Ah, ça déglingue, trop stylé. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous partager qui t'a fait réfléchir, qui t'a inspiré ou qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Un truc qui t'a marqué, genre artistiquement. Ouais, n'importe quoi, en gros. Ouais, n'importe quoi. Moi, le premier moteur que j'ai eu au début quand je me suis lancé, c'était les mangaka, par rapport à ce qu'ils arrivaient à faire, la quantité de travail, le temps qu'ils passaient dessus et tout. Et clairement, il y a une série de vidéos qui est super bien sur YouTube qui s'appelle Manben, Manben, et c'est présenté par Naoki Urasawa, donc c'est un des grands pontes du manga. C'est lui qui a fait Billy Bat, Monster. Il a fait plein de trucs trop. Ok. Ouais. Et il est super fort, ce gars. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il va voir les mangaka, voir comment ils travaillent, et il montre les différences entre lui, comment sa manière de travailler, et celle des gens qu'il va voir. Et du coup, il y a des trucs que j'ai appris, tu vois. Il y a un mangaka que j'adore, par exemple, qui s'appelle Inyo Asano, qui fait des dessins ultra réalistes. Et en fait, la base de son dessin, c'est une photo qui passe dans Photoshop. Il fait des petits effets sur Photoshop, du seuil et tout, il passe un truc en noir et blanc et tout ça, et après il imprime son truc et il finalise sur son truc imprimé, tu vois, sa case. Donc il vient après avec sa plume et tout, son encre de Chine, il vient finaliser son dessin comme ça, à partir du truc qu'il a imprimé. Et en fait, juste en voyant cette émission, j'ai découvert plein de techniques de dessin, tout ça, donc gros moteur, grosse inspiration, et c'est très très intéressant à regarder. Ok, trop bien. Ouais, j'imagine tu vois en plus plein de manières de travailler, quoi. Ouais, et puis en plus t'es dans les coulisses, donc tu t'imagines, tu sais jamais comment peut être moi j'adore regarder comment sont les espaces de création, de travail des autres artistes. Et quand je vois souvent des mecs, tu sais, ils ont des étagères de tous les côtés, ça déborde de bouquins, ils en ont limite au-dessus de la tête et tout, ils en ont partout. J'adore, je me dis putain, c'est trop stylé, quoi, j'adore, ça déborde.
Donc, T'as déjà visité un bureau une fois comme ça ou quand t'étais au Japon ou quoi? Non, non. Enfin, j'imagine c'est dur d'accès aussi. Ouais, je pense que c'est super dur d'accès. Enfin, faut connaître les gens, quoi. Mais non, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais trop. Ça me ferait plaisir. Donc, cool. Oui. Écoute, quelle serait ta boisson apéritive préférée? Boisson apéritive Bah, whisky. T'as dit quoi? Un petit whisky, quoi. Petit whisky, ouais. Un petit whisky avec un petit glaçon dedans, là. On the rocks, bien sûr. Exactement, mais un demi-glaçon, faut pas diluer le whisky non plus, c'est pas bien. Okay. Non, c'est précis. Et ouais, non, voilà, ouais. Moi, ça serait ça. Sinon, faut prendre des glaçons en roche, tu sais, là, comme ça. Ah ouais, tu sais que j'ai eu ça une fois au Japon, à Tokyo. Je crois à Shibuya, je suis allé dans un bar comme ça. Et tu sais, t'as le verre, ils te font le glaçon, tu sais, il est coupé et il a la forme vraiment pile du verre, donc il rentre nickel. Et oui. Et j'avais pris un whisky comme ça. Putain, c'était chambé. Stylé. Avec un petit saké encore. Ouais. Ah, par contre, saké très très bon aussi. Je suis pas j'en bois, ça m'arrive de temps en temps, mais très peu. J'avais bossé avec Wakaze, qui est une boîte assez connue maintenant en France parce que c'est eux qui sont vraiment installés pour la vente et la production de saké en France. Et je recommanderais bien aussi leur saké à eux parce que c'est un saké qui est fait pour, on va dire, pour nous en tant que Français, enfin Européens. Donc c'est un saké qui est facile d'accès en termes de goût, tu vois. Et à chaque fois que j'en ai ramené en soirée, faire goûter à des potes, ils ont tous kiffé. Ils étaient en mode ah ouais, ça se boit trop bien et tout. C'est un peu comme le vin et tout. Je te recommande d'ailleurs si t'as l'occasion un jour. En vrai, c'est super bon. C'est super bon. Hop là, c'est noté de mon côté. un petit bonbon en bouche. Est-ce que t'aimerais voir, toi, quelqu'un sur le podcast qu'on peut recevoir? Peu importe le profil. Hein. Ouais. Moi, j'aimerais bien... alors, j'aime bien entendre Nini Wanted parce que je trouve elle est super intéressante. Alors, elle a un univers très inspiré par le Japon comme moi, mais d'une autre approche complètement. Et puis, j'allais dire... Non, mais attends, en fait, tu sais qui aussi faudrait Flo. Avec qui Florent Auchard, parce que Flo il fait des IU de grands gogoles, il bosse comme un ouf, en fait il a une, si tu veux, moi j'ai une vision qui est parfois hyper carrée machin et tout. Lui, Flo, c'est un gars, ça part dans tous les sens et tout, il part sur des trucs et c'est trop intéressant. Et je crois qu'on l'a jamais, enfin moi je l'ai jamais entendu sur un podcast ou quoi, et du coup ok, trop bien, du coup bonne idée. Ça serait stylé de l'avoir. Ou même Hugo qui a bossé sur la 3D du coup de Chenzoku, Hugo Lucas, qui est pareil, enfin c'est un super pote et il est trop fort, trop intéressant, parce que lui c'est un crack, hein. Pour te dire, lui il fait de la 3D mais il fait aussi du dessin. Quand je commençais, il me donnait beaucoup de conseils, tu vois, pour améliorer mes ombrages, mes trucs et tout, et c'est lui qui m'a dit mais tu devrais essayer de faire des ombrages comme ça et tout, et depuis je en fais tout le temps, tu vois. Ok, du coup, trop bien. Hugo, ça bosse fort. Okay. En vrai, j'aurais plein de potes, je pourrais te recommander si tu veux. Ah, avec plaisir, grave, trop bien. Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Pierre-Marie d'avoir libéré un peu de temps pour nous parler de tout ça. C'était super intéressant. Bah merci à toi, man. C'était trop cool de pouvoir discuter de tout ça et d'avoir pris le temps. On mettra tous tes réseaux et tout en description pour les curieux. Cool. Et tous les sujets qu'on a abordés aussi, vous pouvez retrouver un peu dans la description tout ça. Et puis peut-être à bientôt. Ouais, bah avec plaisir. Ouais, avec plaisir. On se voit à Strasbourg du coup. Clairement, le rendez-vous est pris. Bonne journée à toi, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite!